je reçois Christine Tazin et Pierre Cassan. Bonjour. Bonjour Henri. Respectivement président de Résistance républicaine et de Riposte laïque, à l'occasion de la sortie prochaine, si ce n'est peut-être le cas, je ne sais pas ce qu'il est sorti d'ailleurs, de la traduction française du livre de Wafa Sultan, L'Islam, fabrique de déséquilibrés. Voilà, fabrique de déséquilibrés. Avec un point d'interrogation. Oui, qui ne s'entend pas, effectivement, à l'antenne, il faut le dire, donc point d'interrogation. Le terme déséquilibré renvoie naturellement à ce terme assez favori de la grosse presse, qui nous présente chaque auteur d'attentats islamiques ou islamistes, on verra la différence peut-être s'il y en a une, comme un déséquilibré. Donc Wafa Sultan pose la question, l'islam est-il une fabrique de déséquilibrés? Aux éditions, donc, je le répète, Résistance républicaine. Non, Riposte laïque. Ah, Riposte laïque. Ah, d'accord. Et une précision, ce n'est absolument pas la traduction d'un livre de Wafa Sultan, c'est vraiment une exclusivité, c'est-à-dire que ce sont des traductions de textes qui étaient parus sur Internet de manière un petit peu diffuse en 2009. D'accord. Et c'est donc un livre qui n'est pas une traduction, mais qui est une exclusivité française. C'est une exclusivité pour Résistance républicaine et Riposte laïque et pour l'ensemble du public français, bien entendu. Eh ben, écoutez, autant pour moi. Christine Tazin, je vous ai reçu sur mes micros lors de mon précédent Libre Journal, donc vous êtes un peu une abonnée du Libre Journal. Oui. Bienvenue, bien sûr. Pour la sortie de votre livre, Les assassins obéissent au Coran. Alors cette fois-ci, sans point d'interrogation, n'est-ce pas? C'était une affirmation, non pas une question. C'est une certitude. C'est une certitude, selon vous, bien sûr. Coécrit avec René Marchand et cette fois-ci aux éditions Résistance républicaine. Alors, coécrit avec René Darmor et préfacé par René Marchand. Oui, c'est ça, de René, donc René Darmor, le co-auteur. Voilà. Et préface, effectivement, excusez-moi, j'ai confondu les deux de René. Préface de l'islamologue René Marchand. Voilà. Alors, je l'avais dit, mais je le reprécise aujourd'hui. C'était un livre petit par la taille, je crois 120 ou 130 pages à peu près, mais grand par l'ambition et par la réussite, j'ose le dire, puisqu'il donne à tout un chacun un argumentaire clair, précis et concis qu'on peut développer dans le cadre de toute discussion entre collègues de travail, proches, voisins, etc. Votre mère, pourquoi pas, mes auditeurs, nos conseillers municipaux, vos éboueurs qui viennent donner le calendrier, joyeux Noël, plutôt que bonne année. Et pour approfondir votre connaissance de l'islam, à mes auditeurs, ce qu'est l'islam, évidemment, ce qu'est l'islam factuel, que les médias de l'oligarchie taisent soigneusement, non pas cet islam aseptisé et lyophilisé qu'on nous vend. Eh bien, il faut sans doute compléter cette lecture par les deux ouvrages du préfacier, René Marchand, encore une fois, Mahomet contre-enquête, édition de l'Échiquier, paru en 2006, et Reconquista, édition Riposte laïque, cette fois-ci, édité en 2013. Alors, je crois avoir fait un lapsus il y a un mois en disant Mahomet contre-emploi. Non, c'est pas un contre-emploi, sauf si vraiment la grosse presse veut nous convaincre que Mahomet est un précurseur des droits de l'homme ou de je ne sais quel... l'égalité des hommes et des femmes. Voilà, par exemple. Dans ce cas-là, on peut parler vraiment de Mahomet contre-emploi. Mais en tout cas, le titre du livre de René Marchand, c'est Mahomet contre-enquête et non pas contre-emploi. Pierre Cassan, Christine Tazin, j'ai envie de vous demander, parce que ça doit être une partie importante de votre emploi du temps, des nouvelles de vos condamnations. Alors là, tu commences? Vas-y. Oh là, ça va prendre toute l'émission. Alors soyez bref. Nos condamnations, non, parce que nous n'avons... Vous êtes inquiétés quand même. Disons qu'on est harcelé, c'est plutôt le terme, puisque nous avons contre nous une vingtaine de plaintes qui ne sont pas des plaintes venant de n'importe qui, puisque nous avons 4 plaintes du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, l'homme qui est payé pour protéger les Français et qui a sans doute comme priorité de harceler Riposte laïque.
laïque. Donc nous avons 2 plaintes d'Anne Hidalgo qui n'a pas apprécié d'être dessinée, des caricatures, d'être caricaturée de la part de la grande prêtresse de Charlie Hebdo. C'est intéressant, de la part de celle qui a fait Charlie Hebdo citoyen d'honneur de la ville de Paris pour la liberté d'expression. Et la liberté de caricaturer. Entre autres, Vous n'avez tué personne, rassurez-moi. Non, pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Nous avons une plainte de Berger, donc Pierre Berger, quand même. Donc, vous voyez, on joue quand même. On n'est plus dans le minable. Copropriétaire du Monde, bien sûr. On n'est plus dans le minable trésorier d'une mosquée, là. On joue quand même. Jouer dans la grande cour, la cour des grands. Quand même. Et puis, nous avons les plaintes classiques des associations dites antiracistes. Nous avons les préfets de la République. On peut les citer, la LICRA, SOS Racisme, le MRAP et la LDH, la LDH en bonne place. Le CCIF, peut-être oui, de temps en temps. De temps en temps, quand il y a des sous à prendre, ils répondent présent. Oui, c'est normal. Donc, nous avons des préfets de la République qui déposent plainte contre nous également parce qu'ils apprécient pas quand on pointe du doigt les quelques entorses qu'ils prennent avec la laïcité au nom des accommodements raisonnables avec l'islam. Ces braves gens s'estiment intouchables. Nous avons naturellement des associations musulmanes de type l'association présidée par Karim Achoui et le CCIF donc. Et puis ce qui est surtout le plus fatigant, le plus irritant, c'est la multiplication des convocations policières. C'est-à-dire que ça doit gérer votre emploi du temps. Honnêtement, ça nous par exemple, j'ai appris hier que les policiers doivent me trouver très sympathique puisque la brigade de répression de la délinquance à la personne veut encore m'auditionner la semaine prochaine pour 2 affaires dont j'ignore d'ailleurs lesquelles elles sont. Donc c'est vraiment un véritable harcèlement. Bon, il n'y a pas que moi puisque Christine Tazin a droit également à son compte, mais c'est clair qu'il y a un objectif, c'est de nous tuer financièrement, c'est de nous empêcher d'exprimer ce que nous exprimons, c'est-à-dire notre combat contre l'islamisation de la France et la dénonciation de la réalité de ce qu'est l'islam, qui n'est absolument pas une religion d'amour, de tolérance et de paix comme on le annonce 24 heures sur 24 sur tous les médias officiels, mais qui est complètement autre chose. Donc c'est vrai que c'est irritant, c'est vrai que c'est fatigant, mais en même temps, soyons clairs, ça nous galvanise parce que c'est une lutte politique. C'est l'hommage du vice à la vertu, on va le prendre comme ça. Donc vous rendez hommage à monsieur Cazeneuve qui fait son travail de ministre. Qui fait son travail d'islamo-collabo. Voilà. Très bien. Bon, les choses sont dites et clairement dites. Christine Tazin, je vous ai reçu donc pour ce livre que j'ai sous les yeux, Les assassins obéissent au Coran. Je vais faire un résumé à notre discussion d'il y a 4 semaines exactement. Vous me direz si j'ai bien retenu ma leçon. On y va. Premier point, il n'y a pas de différence entre islam et islamisme. Phrase de Ferhat Meheni, président du gouvernement provisoire kabyle en exil à Paris. L'islam, c'est l'islamisme au repos. L'islamisme, c'est l'islam en mouvement. Je confirme. Bien. Et monsieur Meheni conclut en disant c'est une seule et même chose. C'est une seule et même chose. Deuxième point, le terrorisme est dans l'ADN de l'islam. Le Coran est un livre de haine et de guerre. Écrivez-vous, page 91, ce n'est pas moi qui le dis. La vie publique du beau modèle. Le beau modèle, c'est c'est Mahomet en personne. Le beau modèle, c'est celui qui doit être imité par chaque musulman dans ses moindres faits et gestes. Eh bien, la vie publique du beau modèle est constellée de crimes divers et variés, dont vous nous avez rappelé quelques échantillons. Troisième point, l'islam ne changera pas. Le Coran n'est pas amendable. On ne peut y changer une virgule sans tomber sous le coup de l'accusation létale d'apostasie. Et nous aurons l'occasion naturellement de discuter de cette notion d'apostasie en islam avec mes 4 invités cette fois-ci, donc en deuxième partie également. L'islam des Lumières, donc c'est un total enfumage. Bon, c'est ce que j'ai compris. C'est parfait, parfaitement résumé. Quatrième point, l'islam n'est pas une religion, c'est un code civil à emballage religieux. La charia ignore la liberté de conscience, c'est donc un projet totalitaire. Cinquième point, mais il y en a peut-être d'autres, vous pourrez compléter, Christine Tazin. Le but de tout musulman,
bon ou mauvais, mais enfin en tout cas de tout musulman, c'est l'établissement de la charia. Est-ce que j'ai bien compris votre pensée, Christine Tazin ? C'est parfaitement résumé. J'ajouterai que René d'Armor, dans la deuxième partie des Assassins obéissent au Coran, montre parfaitement l'incompatibilité de la République et du Coran, en mettant à côté notre Constitution, de ce qui est garanti et ce que le Coran impose au contraire. Comment expliquez-vous, dans ces conditions, l'aveuglement de la caste politico-médiatique au sujet de l'islam ? Comment expliquer qu'on nous propose un islam complètement lyophilisé, encore une fois, politiquement correct, alors que vous avez démontré, me semble-t-il, avec beaucoup de brio, que c'est exactement le contraire ? Il y a, on va dire, des textes qui ont été signés dès les années 1970 entre l'Union européenne et puis les pays exportateurs de pétrole. Vous faites allusion à Eurabia, au processus de Barcelone. Voilà, c'est ça, le protocole de Barcelone. Parce qu'on appelle Eurabia comme Battior l'a vraiment brillamment démontré. Et j'ai reçu à ce même micro Alain Wagner qui nous en a parlé il y a 2 mois. Donc en effet, je renvoie à nos auditeurs, pour ceux qui peuvent avoir l'émission en tout cas, ceux qui ont accès aux archives de Radio Courtoisie sur le site de notre radio, eh bien je renvoie les auditeurs à cette émission effectivement très intéressante. Christine Tazin, je vous ai coupé la parole, allez-y. Mais je ne sais plus où j'en étais. Donc oui, j'étais en train de parler des accords internationaux pour avoir un pétrole pas cher, donc pour éviter une crise comme celle des années 70-74, les pays occidentaux ont signé des accords s'engageant effectivement à permettre l'islamisation de leur pays, permettre une immigration énorme et à construire des instituts des cultures d'islam, à modifier les livres scolaires, à modifier l'histoire inscrite dans les livres scolaires, à modifier les programmes pour vraiment laver complètement la tête de on va dire, de l'occidental moyen. Et on a quand même plus d'une génération de retour et ça commence à faire effet. Ils ont très bien travaillé. L'islam est aussi un outil parfait de la mondialisation, puisque le but, c'est de faire disparaître les États-nations. C'est le but de l'Union européenne, c'était le but des anciens USA, pour écouler leurs produits. Il faut vraiment une standardisation de l'être humain, et la Oumma, c'est la seule nation, la nation musulmane, musulmane. La mère selon les musulmans, donc. C'est la nation. Il n'y a pas de nation française ni quoi que ce soit pour un musulman. Il n'y a que la nation, la communauté européenne, la Oumma. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment l'homme nouveau sur lequel on va pouvoir exporter tous les produits et vendre. Et comme c'est quelqu'un qui est soumis, puisque l'islam c'est la soumission, c'est aussi quelqu'un qui est très en phase avec la mondialisation. Est-ce que cet aveuglement n'est pas du même ordre que l'aveuglement, là on peut à coup sûr, mais dans le cas d'islam aussi, qualifié de criminel, est-ce que ce n'est pas du même ordre que l'aveuglement de l'intelligentsia des années 50, 60, 70 et même au-delà, 80, au sujet de cette autre idéologie mortifère qui fut le communisme. Je dis qui fut, mais je devrais dire qui est toujours sous une forme déguisée. Je ne parlerai pas d'aveuglement pour l'islam. C'est pas un aveuglement. Nos élites savent. Ils savent tous. Nos élites savaient le goulag, la réalité du goulag. Ils savaient la réalité du URSS. Je pense que la différence, c'est que on pouvait imaginer que le goulag restait en URSS et que chacun finalement vivait sa vie, utilisait une idéologie parce que ça l'arrangeait politiquement. Alors que l'islam, c'est vraiment une offensive dans le monde entier qui est planétaire. Et on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Surtout quand on fait partie des élites, ils ont des rapports des RG depuis 30 ans qui font qu'ils sont en principe encore plus au courant que nous. Pierre Casson ? Oui, pour compléter le propos de Christine sur la question pourquoi cet aveuglement, je pense qu'on peut pas non plus occulter les déclarations récentes de Philippe de Villiers s'appuyant sur les ouvrages notamment du journaliste Malbruno, c'est-à-dire que la classe politique française est arrosée par le Qatar et l'Arabie Saoudite.
Je crois que les faits sont clairs aujourd'hui. Ceux qui disent qu'il n'y a pas de différence entre la gauche et la droite, c'est pas vrai. Parce que la gauche passe à la caisse avec l'Arabie Saoudite, alors que la droite passe à la caisse avec le Qatar. Donc c'est quand même un élément important. On peut penser que les journalistes n'échappent peut-être pas, pour certains d'entre eux, à quelques avantages sonnants et trébuchants et par des petits voyages réguliers à Doha. C'est quelque chose qui compte. Et je pense qu'il y a quand même un troisième élément, c'est toute la culture post-68, qui est quand même une culture de haine de la France, de mépris de nos traditions, de catholicophobes, et on a l'impression que vous avez toute une frange, y compris de ceux qui se réclament laïcs, qui ont autant d'entrain à détruire le catholicisme qu'ils en ont quelque part à une espèce de soumission à l'islam. La soumission à l'islam, c'est la haine de la France. C'est la volonté de détruire la France, c'est la volonté de détruire nos valeurs, c'est la culpabilisation, c'est la culture du remords, de la repentance. C'est tout ça chez ces gens-là, et en même temps une fascination du totalitarisme. C'est-à-dire, pour rebondir sur votre question, Henri, vous évoquiez le communisme et tout, quelque part, le mur est tombé. Mais ces gens-là sont fascinés par les modèles totalitaires. Ils se sont vite et il leur faut un autre modèle totalitaire. Et l'autre modèle totalitaire, c'est l'islam. Bien, bon, écoutez, les choses effectivement sont claires. Ça a été quand même un aveuglement assez étrange de toute cette intelligentsia. Je me permets de rappeler la phrase de Sartre: ceux qui ne sont pas communistes sont des chiens. Voilà, donc c'était quand même une condamnation très forte. Mais malgré tout, il y a un délit, quasiment un délit d'islamophobie actuellement, mais il n'y avait pas à l'époque de délit de bolchophobie. Donc vous êtes quand même spécialement sous les feux effectivement d'une certaine idéologie particulièrement précise. Donc qui mêle la totalité des pouvoirs, que ce soit des pouvoirs économiques, médiatiques et politiques. Il faut savoir l'argumentation des juges, parce que l'argumentation des juges dans nos procès et dans certaines condamnations, même si nous allons en appel, est une argumentation épouvantable qui réintroduit un délit de blasphème et qui remet totalement en cause la liberté d'expression et le droit à la critique de tous les dogmes. Que vous disent les juges? Les juges vous disent, vous critiquez l'islam, c'est un alibi. Parce que derrière l'islam, on vous connaît, c'est les musulmans que vous haïssez. Et donc, à partir du moment où votre critique de l'islam... D'où le grief d'islamophobie. Vous haïssez les musulmans, vous cachez votre jeu en disant l'islam, alors qu'on est prudent quand même. Vous cachez votre jeu en disant l'islam, mais c'est la haine des musulmans. La haine des musulmans, ça tombe sous le coup de l'article 24.8 de la liberté de la presse, incitation à la haine, blablabla, blablabla, en raison de l'appartenance à une religion. Donc, 1 an de prison et 45 000 euros d'amende, c'est ce que ça coûte. Donc, ils vous disent ça, et ils vont plus loin. Ils disent, des gens comme vous qui haïssez les musulmans, ce que nous ne disons jamais, vous êtes les mêmes, vous êtes les descendants de ceux qui, dans les années 1930, pointaient du doigt les juifs. Autrement dit, vous êtes les nouveaux Hitler. Je veux dire, pour résumer, vous avez des procureurs de la République qui vous disent ça. Christine Tazin, et elle le dira mieux que moi, est poursuivie pour un article sur Boulevard Voltaire où la seule chose qu'on lui reproche est d'avoir évoqué la possible interdiction du Coran, mais sans avoir dit, dans le même article, qu'on pouvait interdire également la Bible et la Torah. Autrement dit, parce qu'elle a simplement évoqué l'interdiction du Coran, elle tombe sous le coup de la discrimination. Si vous en êtes là, il n'y a plus un article de critique de l'islam qui est possible en France. C'est quand même très grave. Alors ça nous entraînerait trop loin, mais quels sont les arguments concernant les évangiles, l'interdiction des évangiles? Est-ce que les évangiles prônent des massacres de masse, l'exclusion, je ne sais quoi, divers et variés? Est-ce que on peut mettre le Coran avec ce que nous avons dit, avec des arguments très précis? Est-ce qu'on peut mettre le Coran sur le même plan que les évangiles? En fait, la réalité, Pierre a résumé, c'est que on était dans une discussion avec des apostats de l'islam notamment, et on s'était dit, il faudrait interdire l'islam, donc interdire le Coran. Et là, un musulman m'a mise au défi de dire, mais on fait quoi des musulmans? Voilà. Et donc j'ai dit, si il y avait interdiction de l'islam, forcément ça voudrait dire qu'il n'y ait plus de voile, qu'il n'y ait plus de camis, qu'il n'y ait plus de mosquées. Et donc j'ai été condamnée en première instance, je suis en cassation, donc je ne peux pas dire que j'ai été condamnée, mais en première instance et en appel, pour avoir discriminé les musulmans, puisque j'imaginais que ce seraient les seuls à ne pas pouvoir manifester leur religion en public. Voilà.
Christine Tazin, détrompez-moi, mais si je me balade avec une faucille et un marteau dans la rue, est-ce que j'ai le droit ? Ce n'est pas une religion. Or, il n'y a que les religions qui sont préservées en France. Si je me balade avec un camis, j'ai le droit aussi ? Oui. Et si je me balade avec un insigne SS ? Ça, c'est une bonne question. Je crois que ça n'est pas prévu par la lettre. Ça n'est pas une religion, et donc ça. Bon, je peux. Je pense, oui. C'est interdit quand même, non ? Je suis pas sûre, non. Je pense que non. C'est mal vu, etc. Mais je crois pas qu'il y ait une loi qui l'interdise. Amis auditeurs, faites l'essai et téléphonez-nous, s'il vous plaît. Merci. Il faut oser. Bien, je passe la parole à Alissa, qui reçoit quelques messages. Oui. Alors, chers auditeurs, déjà, vous êtes bien sur Radio Courtoisie à l'écoute du Libre Journal de l'Identité, dirigé par Henri Dubosc. Aujourd'hui, nous recevons Christine Tazin et Pierre Cassan, respectivement présidents de Résistance républicaine et de Riposte laïque, à l'occasion de la prochaine sortie de la traduction du livre de Wafa Sultan. C'est tout à fait ça, excusez-moi, c'est pas vraiment une traduction. Pierre l'a rappelé. C'est un recueil de textes paru sur Internet, que vous traduisez donc, et qui s'appelle L'Islam fabrique de dégénérer avec un déséquilibre. Pas tout à fait, déséquilibré. Déséquilibré avec un point d'interrogation. Absolument. Déséquilibré. D'accord. Ça correspond tout à fait d'ailleurs à ce que dit la grosse presse. Donc nous rentrons finalement dans le vocabulaire. Oui, voilà, avec un point d'interrogation. Alors que dans la grosse presse, on ne lit pas de point d'interrogation quand il s'agit de déséquilibrer. Donc c'est assez curieux. Alissa ? Donc aux éditions Résistance Riposte laïque, Résistance républicaine. C'est Riposte laïque. Riposte laïque, d'accord. Pour le livre de Wafa Sultan. Voilà. Riposte laïque. Et dans la deuxième partie de l'émission, nous écouterons Henri-Paul Falavigna, président fondateur de l'association Solidarité Enfants de Beslan. Beslan. C'est pas grave. Ainsi que Dimitri de Kochko, journaliste, ancien président du Forum des Russes de France, actuellement membre du Conseil de coordination. Alors pour le moment, une question surtout. Un auditeur qui cite Jean-Jacques Rousseau, pour qui l'islam est la religion idéale. Ah bah écoutez, oui, nous sommes en plein dans le politiquement correct, le rousseauisme. Donc il veut répondre à cette question intéressante, effectivement, peut-être assez générale, mais... Oui, enfin Jean-Jacques Rousseau, à part le contrat social qui était quelque chose de vraiment intéressant, est quand même quelqu'un qui a fait pas mal de sottises, et qui en a dit, oui aussi, il a fait les deux, et qui était dans l'idéal de tout le monde est bon, gentil, l'homme naît bon et c'est la société qui le pervertit. Or nous le voyons avec l'islam, nous c'est parce que nous élevons nos enfants, c'est parce que nous les cultivons, c'est parce que nous leur faisons lire Hugo et Molière, qu'ils deviennent bons, aptes à vivre ensemble, alors que le sauvage, l'homme islamique qui est enfermé, et là je vous fais la transition avec le livre de Wafa Sultan, l'homme qui est enfermé dans un système dont il ne peut pas sortir, n'a pas peur de la terreur, n'a pas peur de faire souffrir les autres, parce qu'il lui manque cette fameuse culture, justement, et ça c'est tout ce qu'on pourra reprocher à Jean-Jacques Rousseau. Je ne sais pas s'il est vrai qu'il a dit ça sur l'islam, c'est possible, mais je suis pas sûre qu'il se soit intéressé à l'islam. En tout cas, Voltaire a dit pique-pendre de l'islam. Bien sûr. Vous pourriez l'inviter. Écrasons l'infâme. Écrasons l'infâme, mais l'infâme à l'époque, dans le bouche de Voltaire, c'était plutôt l'Église catholique. C'était le poids catholique, mais il n'empêche que ça reste, c'est un pourfendeur de religion, de toute façon, tout ce qui entrave la liberté de l'homme. Bien, je vous laisse la responsabilité de ce dernier propos. La religion n'entrave pas le revient. Non, mais je parle de Voltaire. Ah, bien sûr, d'accord. Effectivement, oui, bien sûr, tout à fait. Vous m'avez fait un gros appel du pied à Christine Tazin et le livre de Wafa Sultan. Donc j'ai compris que j'étais un petit peu long. Vous m'avez fait un bleu. Je sais. Tant pis. Bien, alors, l'islam fabrique de déséquilibré. Point d'interrogation, Christine Tazin, qui est son auteur, Wafa Sultan? Alors ce livre a une petite histoire, c'est qu'il y a quelques mois,
Maurice Saliba, qui est le traducteur, a appelé les éditions Riposte laïque. Il a rencontré la présidente Ghislaine Duménil, il a rencontré Pierre Cassan, qui fait partie du comité directeur, en leur disant voilà, j'ai traduit tout un ensemble de textes publiés par Wafa Sultan dans les années 2009 et qui étaient publiés sur un site internet, des articles différents. Je voudrais bien en faire un livre, c'est traduit, mais c'est inutilisable en l'état parce que elle est psychiatre, donc il y a tout un jargon psychiatrique. Le livre est très long et il faudrait quelqu'un qui transforme tout cela pour en faire quelque chose de facile à lire et intéressant. Et donc ils ont eu la gentillesse ou la perversité, vu le temps que j'y ai passé, de penser à moi. Moi, j'avais pas le temps, mais j'ai dit je jette quand même un œil. Et puis dès que j'ai commencé, je me suis dit mais ce livre est une bombe, ce livre est passionnant, ce livre approfondit tout ce qu'on peut dire de l'islam et explique pourquoi il y a tant de problèmes avec l'islam et pourquoi les musulmans ont tant de mal à en sortir. Et donc, je me suis lancée et voilà, le livre paraît dans 15 jours, mais on peut déjà le précommander sur Riposte laïque. Sur le site de Riposte laïque. Wafa Sultan est née dans une famille musulmane. Nous sommes bien d'accord. C'est une Syrienne. C'est une Syrienne. Sa famille d'origine est musulmane et elle est sortie de l'islam à la suite d'un cheminement, j'imagine. Est-ce que vous pourriez préciser aux auditeurs de Radio Courtoisie quel est ce cheminement? Qu'est-ce qui a fait que Wafa Sultan est devenu ce qu'on appelle un apostat? Je vais laisser Pierre en parler, apostat. Puis moi j'en parlerai du livre, comme ça on se partage la tâche. Bien, donc Pierre Cassan, allez-y. J'espérais buller, il faut que je travaille. On n'est pas venu pour rien, dites donc. Donc Wafa, comme vous le disiez, Henri, est d'origine syrienne. Elle baigne toute son enfance dans la tradition musulmane, avec tout ce que ça signifie pour une jeune fille de 10 à 12 ans. Chez elle, le premier électrochoc, c'est quand elle assiste en direct dans sa classe à l'assassinat d'un enseignant par des islamistes qui tuent donc cet enseignant devant les enfants. C'est pour elle un véritable électrochoc. Elle adorait cet enseignant, qui était un homme de liberté, qui ouvrait l'esprit un petit peu des jeunes filles, des jeunes garçons. Et c'est pour ça qu'ils l'ont tué, tout simplement. Et c'est le début un petit peu d'une remise en question qui ira sur un exil, puisqu'elle comprendra que si elle veut gagner sa liberté et est une femme libre, elle ne pourra le faire qu'aux États-Unis. Alors elle a cette formule extraordinaire quand elle arrive aux États-Unis et qu'elle découvre pour la première fois, c'est un témoignage incroyable, elle dit « Je suis femme, je peux m'asseoir à une terrasse de café, je peux commander un café toute seule sans être accompagnée d'un homme et les hommes me respectent, personne ne m'ennuie. » Et pour elle, c'est une révélation. Elle n'imaginait pas ça possible. Wafa se fait connaître en 2006 par une interview, par un débat télévisé sur Al Jazeera, qui est un chaîne du Qatar, qui étonnamment lui donne la possibilité d'exprimer son rejet de l'islam face à un islamiste radical qui hurle après elle et tout, mais c'est une guerrière, c'est une combattante et elle balance réellement. On peut voir ces vidéos sur internet et voir effectivement que c'est une dame qui ne se laisse pas impressionner. Et cette vidéo dans les années 2006 où il n'est pas encore facile de dire ce que nous disons aujourd'hui sur l'islam 10 ans plus tard, faut quand même faut quand même constater qu'il y a une énorme progression de la liberté de la parole par rapport à ce qu'on pouvait dire il y a 10 ans, même si on le paye, mais il y a beaucoup plus de personnes qui osent dire ce qu'on dit aujourd'hui que c'était le cas il y a 10 ans. Donc il y a 10 ans, cette vidéo est un véritable électrochoc sur la toile. Elle est vue par plusieurs millions de personnes, et le fait que ça soit quelqu'un d'origine syrienne qui disent ce qu'elle dit sur l'islam a une autre connotation que quand ce sont des Geert Wilders qui sont naturellement, immédiatement, vu que c'est des blonds aux yeux bleus, qualifiés d'idéologie nauséeuse. Donc, Wafa Sultan, c'est cette femme qui est donc psychiatre et qui continue sur des chaînes, dans des conférences, à expliquer justement, elle, femme née en terre musulmane et qui est venue chercher la liberté aux États-Unis, à quel point l'islam et la liberté sont totalement incompatibles. Donc, voilà.
Elle avait commencé sa carrière en Syrie comme gynécologue. C'est-à-dire qu'elle a une connaissance plus qu'intime du statut de la femme, de ce que les femmes vivent dans pays musulmans, et ça lui a donné l'envie de passer à autre chose et de effectivement devenir psychiatre pour aller jusqu'au fond des choses. Donc, à l'origine gynécologue, et ensuite, une fois qu'elle a été aux États-Unis, elle a fait une spécialisation de psychiatrie. Donc, dans ce livre, elle dissèque l'islam avec des outils conceptuels assez précis, assez élaborés, il faut le dire. C'est un médecin qui parle, manifestement. C'est pas une conversation de café du comptoir, loin de là. Et Wafa Sultan fait le constat de l'islam comme maladie mentale. Je crois qu'il faut être clair. C'est un constat. Voici les termes qu'elle emploie. Donc, elle parle de programmation, de conditionnement. Elle parle de répression sexuelle. Nous allons en parler plus précisément. Elle utilise des expressions comme lavage de cerveau. Elle parle de contrainte, de formatage, de culture de mort, de destruction mentale. Donc, il s'agit d'un constat, effectivement, de l'islam comme maladie mentale. Donc, à la limite, le point d'interrogation est superflu. Alors, après, l'intérêt, c'est que on fait parler Wafa Sultan, qui explique, qui argumente. Chacun, à partir de là, choisira. Mais ce qui est intéressant, c'est que elle ne dit pas, elle n'affirme pas cela. C'est-à-dire que toute sa démonstration est rigoureuse et scientifique. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'elle s'appuie sur des faits très clairs, des faits historiques, des exemples de faits divers, pourquoi pas, et pour faire comprendre aux gens, elle émaille toute sa démonstration de parallèles avec des anecdotes de sa vie privée, avec des anecdotes tirées de l'histoire, etc. Quand elle veut montrer, par exemple, pourquoi l'islam empêche la remise en cause, empêche la nouveauté, pourquoi il y a si peu de prix Nobel dans les pays musulmans, elle prend par exemple un exemple qui m'a beaucoup marqué, que je trouve très intéressant. Elle raconte qu'un jeune scientifique, qui passait un diplôme en université, arrive en retard le jour de l'examen. Il entre, on lui distribue une feuille où il y a 5 exercices de maths et il y en a 2 de plus au tableau. Donc il se dépêche et à la fin il dit au professeur: je suis désolé, j'ai eu le temps que de faire les 5 écrits, j'ai pas eu le temps de faire ceux du tableau. Le professeur lui dit: ça n'est pas grave, je vous donne 2 jours de plus pour les faire chez vous. Donc il travaille comme un fou pendant plus de 24 heures et il réussit à en résoudre un. Et il va voir le professeur en disant: je suis désolé, je n'ai pu en résoudre qu'un seul. Et là le professeur lui saute au cou, lui dit: mais c'est magnifique. Et pourquoi? Parce que les 2 exercices qui étaient au tableau, ce sont les 2 exercices que Einstein n'a jamais réussi à résoudre. Vos autres compagnons, vos étudiants ont entendu au départ que Einstein s'était cassé les dents, donc ils n'ont même pas essayé. Vous ne saviez pas que c'était soi-disant impossible, donc vous vous êtes lancé, donc vous avez essayé, donc vous avez réussi. Et ce parallèle finalement est très intéressant par rapport à l'islam, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous naissez dans une famille, dans un environnement environnant du Coran où il n'y a que interdit, obligation. Mahomet a dit ça, Allah a dit ça, il faut pas le faire, ça on peut pas. Vous ne pouvez pas être libre, c'est-à-dire remettre en question ces interdits, ces obligations, puisque vous êtes complètement formaté. Donc vous n'essayez pas, sauf, bien sûr, toujours heureusement, des gens à la marge qui vont devenir apostats, comme une Wafa Sultan, etc. Mais ce livre est passionnant parce que justement, elle émaille de tout un tas de rapports qui font vraiment comprendre aux gens ce qu'est le Coran, ce qu'est le formatage. Donc Wafa Sultan est psychiatre, elle est gynécologue et elle consacre un chapitre de son livre à la répression sexuelle dans le monde islamique. Est-ce que vous pourriez développer ce point? On parle de répression. Oui, c'est un des points les plus importants parce qu'on sent que Wafa Sultan est très, très sensible à la femme, et elle montre vraiment pourquoi les hommes musulmans considèrent la femme comme effectivement peu de choses et comme un bien, et pourquoi elle n'a pas de vie. Donc elle prend tout un tas d'exemples de faits divers, elle prend des exemples dans la vie de Mahomet et montre que finalement la répression
sexuelle, c'est la femme qui l'a subie, puisqu'elle n'a pas le droit de vivre sa sexualité, mais c'est aussi quelque part l'homme, parce que l'homme finalement a le droit, n'utilise la femme que comme un outil sexuel, un outil de plaisir, ce qui fait finalement que il n'y a jamais vraiment d'épanouissement dans une relation amoureuse approfondie, puisque le but c'est effectivement d'avoir un bien qui est la femme, ou d'avoir les femmes. Utiliser la femme comme un champ que vous labourez, je cite de mémoire. Bravo, voilà, c'est ça, c'est exactement ça, et elle montre donc très bien. Vous n'avez même pas le statut d'animal, vous êtes une terre arable. Vous êtes une terre arable, et quand vous entendez à la mosquée ça tous les jours, toutes les semaines, chez vous, si vous répétez le Coran, vous répétez ça, et elle le montre très bien. C'est exactement comme un formatage, comme pouvaient en faire les communistes dont on parlait quand on faisait de la rééducation. C'est pas de la rééducation, mais c'est de l'éducation de cette sorte. C'est-à-dire que l'homme musulman a des réflexes pavloviens. Et par rapport à la femme, il est conditionné à avoir un réflexe pavlovien. Elle doit être soumise, cachée, appartenant, etc. Donc répression sexuelle qui est abominable. Elle raconte des histoires évidemment du Pakistan, en Afghanistan, où un vieux mari qui a peur d'être cocu, disons le mot, en arrive à couper le nez de sa femme, lui couper les pieds, les mains, etc. pour être sûr qu'elle ne plaira à personne, alors qu'il n'y a aucun signe de visibilité, quoi. Bien, Alissa, vous êtes submergée par les messages. Dites-moi, vous arrivez encore à respirer? Quelques questions. D'abord, une question d'une auditrice qui vous demande si vous serez présent à la mutualité le 27 novembre. Alors nous croyons savoir que c'est peut-être l'anniversaire des éditions Chiré, les 50 ans des éditions Chiré, peut-être. Si l'auditeur peut préciser. Si telle est la question, Hubert Lemaire, auteur de Musulmans, vous nous mentez, sera présent à cette occasion. D'accord. Alors j'espère que vous avez eu votre réponse. Ensuite, un auditeur vous demande si vous avez une idée de l'idéologie qui sous-tend la complaisance des élites occidentales vis-à-vis de l'islam. On en a parlé, je crois, c'est essentiellement la droite affairiste qui voit finalement une pression à la baisse des salaires, me semble-t-il. C'est ça, oui. Et puis c'est la gauche qui voit une fabrication d'électeurs. C'est Terra Nova, cher auditeur, c'est-à-dire c'est l'idéologie, enfin c'est cette idéologie effectivement qui consiste à privilégier pro-immigrationniste, voilà, et donc et donc en effet, dès que vous critiquez l'islam, eh bien vous mettez en doute le bien fondé d'une politique immigrationniste, et d'où j'imagine vos déconvenus, Pierre Cassan et Christine Tazin. Alissa, vous avez encore d'autres messages? Un auditeur qui nous donne une anecdote sur la ministre Marisol Touraine qui serait allée en Israël, et son homologue, un juif orthodoxe, aurait refusé de lui serrer la main, ce qui n'a provoqué aucun scandale. Sauf qu'en Israël, c'est pas en France. Sauf qu'en France, on vit, c'est quand même le pays d'Olympe de Gouges, c'est le pays de Simone de Beauvoir, et que la loi française, c'est celle-ci, c'est pas une loi religieuse, donc on n'a pas du tout à se plier à des interdits religieux. Et nous en France, le seul témoignage, Christine parlait de Ghislaine Duménil, nous le seul témoignage qu'on connaît, ce sont des salariés femmes de la RATP. Ghislaine en a fait un livre, Mahomet au volant, la charia au tournant, que j'ai reçu d'ailleurs à ce micro, qui elles ont constaté dans leur entreprise que c'était des hommes musulmans qui refusaient de leur serrer la main, et même qui refusaient de prendre le volant si une femme était assise sur le volant avant. Je crois que la réalité de la France, c'est plutôt ça. Mais on entend parler effectivement que de ce qui va se passer en Israël, dans nos élites, et ce qui se passe tous les jours à la RATP, c'est silence radio. En effet, silence radio, à ceci près quand même que, je crois que c'était mardi dernier, la chaîne franco-allemande Arte a diffusé un reportage. Alors, vous savez que ça se diffuse toujours en allemand et en français, et le titre en allemand était assez rentre dedans, excusez-moi de l'expression à militaire, c'était Terminus Bataclan.
terminus Bataclan, ce que la partie française a pudiquement traduit par les banlieues de la ligne 148. Incroyable. Donc si on connaît pas ce que c'est que la ligne 148, court toujours. On peut même ajouter une anecdote, c'est que la chaîne française a fait savoir aux journalistes allemands qu'ils ne comprenaient pas trop bien la nature d'un reportage comme ça et la place accordée à Ghislaine Duménil. Alors effectivement, Ghislaine Duménil, que j'ai reçu il y a quelques mois à ce même micro pour son livre Mahomet à volant, la charia au tournant, était interviewé, risquons un anglicisme, même si le cochon me fait les gros yeux, par ce journaliste allemand. Et alors, je me permets quand même de citer les termes, parce que ça vaut quand même son pesant de cacahuètes. Ces termes, je crois que c'est peut-être la première fois qu'on les entend sur une chaîne publique, me semble-t-il. Écoutez bien, mes auditeurs. Donc, Ghislaine Duménil parle de son ancien collègue plutôt, Sami Amimour, qui est l'un des terroristes du Bataclan et qui fut conducteur de bus à la RATP, donc ancien collègue, encore une fois, de Ghislaine. Sami Amimour ne se reconnaît pas dans nos valeurs et dans notre histoire. On sent le point d'interrogation, on sent la colère, et on a ces gens-là chez nous en France. Point d'exclamation, pardon. Il a fallu que je parte dans une campagne où il n'y a rien. Effectivement, on a des images de cette campagne qui est assez déserte, en effet, très belle par ailleurs, mais bon, on peut pas dire que ce soit quand même très urbain. C'est le désert complet, ça me révolte. Tout ce que nos parents et grands-parents avaient fait, il a fallu que je le quitte pour arriver dans un endroit désert. Autre phrase, je ne supportais plus la violence de la banlieue. Je ne supportais plus les femmes voilées, les barbus en camis. Je ne me voyais pas élever mes enfants dans cet environnement. Et dernière phrase que je sélectionne si vous le voulez bien. Je pars, mais à un moment, Je pars, mais à un moment, je ne vais plus fuir. Il y a un moment où il faudra bien peut-être que je prenne les armes et que je me défende vraiment. Il y a un moment donné où les Français ne vont plus fuir, et à ce moment, ce sera la prise d'armes, malheureusement. Je ne vois pas d'autre solution. Il n'y a pas, si on n'a pas d'autres solutions politiques. Il arrivera un moment où le peuple va s'exprimer. Pour l'instant, on l'empêche de s'exprimer. Écoutez, moi j'en suis resté, mais comme deux ronds de flanc, sur Arte, c'est-à-dire sur une chaîne publique, on entend des paroles comme ça. Mais grâce à un journaliste allemand. Il faut le préciser, le journaliste est allemand. Le journaliste français n'aurait jamais fait ça, c'est évident. Et c'est sans doute aussi pour cela que l'émission a été programmée tard le soir. Oui, il vaut mieux que les oreilles chastes n'entendent pas ce genre de propos. C'est clair. Mais Ghislaine a vraiment résumé la situation de façon Ce sont des paroles très fortes, et bravo pour d'abord à Ghislaine Duménil de les avoir tenues, et ensuite à ce journaliste allemand de les avoir fidèlement, d'ailleurs, il faut le reconnaître, avec une honnêteté dont les journalistes français pourraient prendre de la graine, me semble-t-il, les avoir retranscrites et donc dans ce reportage. Pierre Cassan, Christine Tazin, je crois que vous êtes attendus quelque part, me semble-t-il. Pourriez peut-être dire à nos auditeurs si vous avez un alibi sérieux pour partir. Oui, on a vraiment une bonne excuse. Juste avant, pour le livre, on fait une promotion à 16 €. Il est commandable jusqu'au 30 novembre sur le site Riposte Laïque, donc à 16 €. Donc si vous voulez économiser 3,50 €, c'est le moment. C'est intéressant, c'est le prix d'un café et demi peut-être. On peut également écrire à Riposte Laïque par chèque, boîte postale 32 27 140 Gisors. Et sinon, nous filons effectivement maintenant à Versailles, puisque c'est très important. Il y a cet après-midi une manifestation de protestation contre les camps de migrants qu'on veut installer en région parisienne. Je rappelle que quand Cazeneuve a fait son plan de démantèlement de la jungle de Calais, il avait juré qu'il n'y aurait rien en région parisienne. Il n'empêche que l'arrivée de migrants, qu'en Stalingrad et tout, étant ce qu'elle est, il y a un camp de 24 hectares plus grand que ce qui était la jungle de Calais, entre Rocancourt, à côté de l'autoroute, entre Rocancourt, Versailles et Louvciennes, que le préfet Morvan ne cache pas sa volonté d'y installer des clandestins, qu'il commence à dire que c'est des centaines, mais c'est bien évidemment des milliers, Sur 24 hectares, il a de la place. Qu'il va y avoir en région parisienne. Il y a eu une première manifestation exceptionnelle de réussite organisée par Versailles Famille Avenir, donc par deux conseillers municipaux de Versailles, Fabien Bouglet et Valérie Daubigny. En 48 heures, ils ont réuni 1500 personnes, donc devant la mairie, et une marche devant la préfecture. Cet après-midi,
midi, il renouvelle, parce que les menaces sont de plus en plus précises, et donc il renouvelle un appel à manifestation qui est dans un esprit unitaire qu'il faut soulever dans des périodes où souvent le sectarisme l'emporte, c'est-à-dire qu'ils donneront la parole à tous les mouvements associatifs, mais également aux mouvements politiques qui se retrouvent dans le refus de l'invasion migratoire et des camps de migrants. Christine Tazin est invitée à y prendre la parole, mais je sais qu'également des leaders politiques y prendront la parole, et vraiment j'appelle l'ensemble des Parisiens, Franciliens, Versaillais, habitants des Yvelines à assurer le succès de ce rassemblement, parce que c'est par un rapport de force qu'on empêchera l'invasion migratoire qui est quand même majoritairement musulmane. Oui, c'est pas tellement les Inuits ou les Patagons, je crois. C'est pas tout à fait les boat people des années 80. Oui, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, vous rappelez le lieu du rassemblement? Alors, c'est devant le château de Versailles, place d'Armes. Place d'Armes, oui. En tout cas, il n'y a pas 36 châteaux, voilà. Donc si vous êtes devant le château, vous reconnaîtrez. Oui, vous reconnaîtrez. Donc, à quelle heure? À 15h. 15h. Donc vous avez juste le temps de plier bagages. Voilà. Eh bien, c'est parfait. Nous vous souhaitons bonne manifestation. Merci beaucoup. Merci. Et bonne deuxième partie d'émission. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Courtoisie. Vous êtes